manchettes ce soir, Mark Langston voit rouge et les Expos se vengent sur les Reds. Et Laurent Fignon pratiquement assuré d'une 3e victoire au Tour de France. Sport Plus avec Michel Villeneuve et Jean Saint-Onge. Bonsoir, mesdames, messieurs, ici Michel Villeneuve en compagnie de Jean Saint-Onge et bienvenue à une autre édition de Sport Plus. Jean, enfin, Mark Langston a réalisé une bonne performance devant ses partisans au Stade olympique. Ça devait être le toit qui le dérangeait depuis le début de la saison. Ah, voyons, Jean, il y en avait un toit à Seattle. Oh, il n'était pas jaune-orange comme ça. Ah, c'était ça le problème. Ça devait sûrement être ça. Battu 2 fois par les Braves, les Expos tentaient de se relever ce soir en amorçant une série de 4 matchs contre les Reds de Cincinnati. Dans le premier match, Mark Langston espérait que le fait de jouer à ciel ouvert lui ferait finalement connaître sa première solide performance au Stade olympique. Mais dès la première manche, il a reçu une douche froide. Non, il ne s'est pas mis à pleuvoir. C'est simplement que Todd Benzinger a expédié la balle par-dessus la clôture pour son 10e circuit de la saison. C'était 1-0 aux Reds. En 4e, Eric Davis est au premier et en tentant de le surprendre, Mark Langston commet une feinte non permise. Du moins, c'est l'opinion de l'officiel du 2e coussin. Inutile de dire que ce n'était pas celle de Langston. Davis volera ensuite le 3e but, mais le gaucher des Expos se tire d'impasse avec un retrait sur 3 prises. Déjà un 8e pour lui et on n'est qu'en 4e manche. Les Expos répliquent dès leur tour au bâton. Il n'y a pas de retrait. Tim Raines frappe la balle en lieu sûr au champ centre. Tom Foley vient marquer, c'est l'égalité. Le frappeur suivant, Ubi Brooks, est menotté par Rick Mailer. Mais la balle longe la ligne du premier, un double qui pousse Galarraga au marbre et Raines au 3e, c'est 2-1. Il n'y a toujours pas de retrait. Tim Wallach frappe un autre simple au champ centre. Cette fois, Raines et Ubi Brooks vont se succéder au marbre. C'est alors 4-1 pour les Expos. C'est vraiment tout ce dont Langston avait besoin. Il a finalement obtenu sa solide performance au Stade olympique. 13 retraits sur 3 prises, un sommet chez les Expos cette saison. Un match qui n'a duré que 2h04 et les Expos qui l'emportent 4-1. Il y avait 24 009 spectateurs pour assister à cette belle performance de Langston qui remporte sa 7e victoire de la saison. Les Cubs de Chicago, de leur côté, doivent espérer que les Expos continuent d'éprouver des ennuis, car ils doivent affronter l'équipe de l'heure au baseball majeur, les Giants de San Francisco. L'équipe de Roger Craig, qui présente la meilleure fiche du baseball, est en quête d'une 6e victoire consécutive. Les Giants se sont inscrits au pointage des premiers. Kurtman Waring frappe une balle en direction de Vance Law. Son long relais ne peut être maîtrisé par Mark Grace. Candy Maldonado en profite pour marquer 1-0 San Francisco. José Uribe a confirmé une fois de plus sa grande réputation en signant une superbe pièce de jeu en collaboration avec Will Clark pour voler un coup sûr à Jerome Walton. En 3e, Donald Nixon, le petit frère d'Otis des Expos, ne s'est pas obstiné avec le tir de Paul Kilgus, le frappant au champ opposé. Candy Maldonado, encore lui, double l'avance des siens. Auteur d'un triple, Brad Butler a franchi les 90 derniers pieds, le séparant du marbre, à la suite du simple au centre de Robbie Thompson, 3-0 Giants, et ce, en 5e manche. Mike Locas avait le parfait contrôle du match. Il a égalé sa propre marque en 7e manche en retirant un 9e frappeur sur des prises, en l'occurrence l'ancien joueur des Expos, Mitch Webster. Nous sommes en 8e manche, les Giants qui mènent toujours 3-0, les Cubs qui n'ont frappé que 3 coups sûrs. Rappelons que c'est un match qui a été retardé de 40 minutes à cause de la pluie. Les Giants, eux, qui débutent une série de 14 parties d'affilée à l'étranger. Après avoir battu les Expos 2 fois en 3 matchs, les Braves vont maintenant tenter de poursuivre leur rôle de trouble-fête en fin de semaine en rendant visite aux Mets à New York. Ils avaient une belle chance de le faire dès ce soir alors qu'ils affrontaient Bob Ojeda qui a accordé 19 points à ses 14 dernières manches au monticule. En première, la situation est la suivante. Il y a 2 retraits, personne sur les buts. Bob Ojeda réussit son premier arrêt sur des prises en déjouant Lonnie Smith. À leur première frappe, les Mets s'inscrivent au tableau. Howard Johnson claque un long double à la clôture. Juan Samuel, alors au 3e, avance de 90 pieds. Vous allez le voir sans trop de difficulté et c'est 1-0. Le frappeur suivant, Darryl Strawberry, se présente à la plaque. À son tour, il frappe un autre double, un 3e d'affilée pour les Mets dans cette manche. Howard Johnson vient marquer et c'est 2-0, un 47e point produit pour Strawberry cette saison. Les deux équipes commençaient tout juste à avoir un peu de plaisir lorsque la pluie est venue s'abattre sur le terrain. Après un délai de plus d'1 heure, les Braves et les Mets ont pu reprendre le match. C'est alors que Darryl Strawberry s'élance sur une balle à la ceinture, un circuit bon pour 2 points et c'est 4-0 New York.
Et c'est toujours la marque. On est en 4e manche. Et rappelons que Howard Johnson a raté son 26e circuit par moins d'un pied. En fin d'après-midi, les Cards ont vaincu les Padres de San Diego 7-1. 6e victoire consécutive de Joe Magrane. Ça va bien depuis qu'il est revenu de sa blessure. Ça va moins bien cependant pour Walt Terrell qui a perdu 8 de ses 9 dernières décisions. Il a donné 6 points mérité, 7 points en 2 manches. Brunensky et Guerrero des circuits. Et Jose Oquendo a frappé en lieu sûr pour un 18e match d'affilée, la plus longue série du genre cette saison. Donc, au classement de la division Est pour le moment, les Expos ont une priorité de 3 matchs sur les Cubs qui n'ont pas terminé leur match et de 3 matchs et demi sur les Mets qui, eux non plus, n'ont pas fini de jouer ce soir. Ce soir à Sport Plus, on a disputé l'une des meilleures rondes de l'histoire de l'Omnium britannique. Ligue américaine, les très surprenants Angels de la Californie auront peut-être l'occasion de dispenser les A's d'Oakland en fin de semaine. Pendant que les A's doivent se frotter aux Orioles de Baltimore, les Angels, eux, reçoivent la pire équipe de baseball, les Tigers de Détroit, pour une série de 4 matchs. Le pauvre Sparky Anderson ne sait plus à quel saint se vouer. En première manche, il voit Wally Joyner donner les devants aux Angels avec ce simple au champ centre droit. Le relais de Lemon arrive trop tard. Dwight Schofield marque, c'est 1-0 Angels. Lemon s'est vengé à son retour au bâton en expédiant une rapide de Chuck Finley par-dessus la clôture du champ gauche. Son 4e exploit du genre cette saison, Tracy Jones le devance au marbre. C'est 2-1 Tigers. Le vétéran Doyle Alexander a tenté de déjouer Claudel Washington avec une balle à effet en 3e manche, mais elle est demeurée suspendue dans les airs et Washington l'a expulsé au 2e balcon dans la droite pour son 10e circuit de la campagne. Toujours en 3e, Brian Downing lance les Angels en avant avec un roulant l'avant-champ. Johnny Ray vient marquer du 3e, 3-2 Californie. En 5e, les Angels placent Claudel Washington sur les buts. Il s'envole vers le 2e, mais le tir précis de Lance Parrish le devance pour le retrait. En fin de 7e, Mike Heath frappe la balle au champ centre droit. Ernie Whitt ne peut maîtriser la balle. C'est un triple pour Heath. Rick Sue vient marquer. C'est l'égalité 3-3. Et c'est toujours l'impasse qui subsiste entre les Tigers et les Angels. Nous sommes maintenant en 9e manche, c'est 3-3. On s'attendait à un duel de lanceurs ce soir au Texas. Andy Hawkins tentait de réussir un 3e jeu blanc consécutif pour les Yankees, pendant que de l'autre côté, on retrouvait le roi des retraits sur 3 prises, Nolan Ryan. Et le vieux Nolan est en pleine possession de ses moyens. Ce soir, il a réussi 6 retraits sur des prises au cours des 4 premières manches, dont celui-ci de Jesse Barfield, qui semblait un peu perplexe sur cette balle courbe. Hawkins aussi était en pleine forme du côté des Yankees, comme l'a constaté Pete Incaviglia sur une autre courbe un peu surprenante. Fin de 5e, et Incaviglia, cependant, prend sa revanche. Il pousse la balle dans l'allée au champ opposé. Rien à faire pour les voltigeurs des Yankees. Bonsoir, elle est partie. Son 10e coup de circuit de la saison. 46 points produits pour Incaviglia. En 6e, les Yankees créent l'égalité. Steve Sax frappe un petit ballon au champ centre. Mais c'est assez loin car le relais de Cecil SP arrive bien trop tard. Alvaro Espinosa marque C1-1. À leur tour au bâton, les Rangers vont reprendre les devants sur le simple de Ruben Sierra, alors que Cecil SP croise le marbre, c'est 2-1. Puis en 7e, c'est 3-1. Quand SP à nouveau, il réussit l'amorti suicide à la perfection, ça permet à Steve Buechele de venir marquer. C'est alors 4-1 Rangers du Texas. On est maintenant en 8e manche. Les Rangers qui mènent toujours 4-2. En 7e, les Indiens de Cleveland mènent 3-0 contre les Royals de Kansas City. Seulement 2 coups sûrs pour les Royals. C'est l'égalité 0-0 en 2e entre les Orioles et les Aces. Duel de lanceurs entre Dave Schmidt et Dave Stewart. Et finalement, 0-0 également entre les Jays et les Mariners. Dave Stieb fait face à Scott Bankhead. Jean, vraiment, Pete Rose se sert de tous les moyens qu'il a à sa disposition pour demeurer à la barre des Reds d'ici la fin de la saison. Il va la finir, la saison, à moins d'un tremblement de terre. Autre délai aujourd'hui, on va décider dans 2 semaines seulement si sa cause va être entendue devant un juge de la Cour régionale ou de la Cour fédérale. Et à ce moment-là, ça va prendre un autre temps avant de savoir s'il a raison. Est-ce que Uberod va décider de son sort ou non? Bref, il va traîner jusqu'à la fin de la saison, puis il va la terminer, sa saison avec les Reds. Pendant que Rose a des difficultés devant les tribunaux, il y a Denis Martinez, lui, qui sera demain devant le Club des Amis du baseball. Il va être là, puis on va être là, nous aussi, oui. Il va être honoré en tant que joueur du mois, de même que les joueurs du mois au baseball junior québécois.
Moi, je vais faire une petite conférence. Je vais résumer ma carrière de baseballeur. Ça va prendre à peu près 15 secondes. 15 secondes maximum. Puis après ça, on va parler de la carrière des autres. Ça va se passer à Saint-Eustache et nous aurons des images de ça demain à Sport Plus. Après la pause, à 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Laurent Fignon est pratiquement assuré de la victoire au Tour de France. Et le Royal Troon ne s'est pas révélé aussi difficile que prévu lors de la première ronde de l'Omnium britannique. Joe Carter mérite notre mention ce soir. Il a frappé 3 circuits hier face aux Twins du Minnesota. Carter réussissait l'exploit pour la 2e fois de la saison et la 4e fois de sa carrière, égalant ainsi le record de la Ligue américaine établi par le légendaire Lou Gehrig. À moins d'une catastrophe, le Français Laurent Fignon remportera le 3e Tour de France de sa carrière. Fignon a remporté une nette victoire lors de la 18e étape, un segment alpestre de 91 km et demi entre Bourdoisan et Villard-de-Lans. Il a démontré toute sa puissance pour résister à une poussée de dernière minute de ses plus proches rivaux au classement général. Au fil d'arrivée, il a devancé de 24 secondes un peloton de 5 coureurs comprenant Greg LeMond, Stephen Rooks et Gert-Jan Tönnissen. Pedro Delgado a pris le 5e rang à 33 secondes du vainqueur. À 3 jours de l'arrivée sur les Champs-Élysées, Fignon détient une avance de 50 secondes sur LeMond et de 2 minutes 28 sur Delgado maintenant en 3e place. Tönnissen, Mottet et Rooks sont hors course à plus de 5 minutes 30 du coureur à la queue de cheval. Il est sûrement trop tôt pour en parler, mais les golfeurs participant à la 118e édition de l'Omnium britannique semblent avoir trouvé la solution pour dompter le monstrueux parcours du Royal Troon en Écosse. Le parcours de 5097 verges qui compte 83 trappes de sable, amenez vos pelles, a été une proie facile pour les meilleurs golfeurs au monde, avec le résultat qu'on retrouve un véritable embouteillage dans le peloton de tête à l'issue de la première ronde. Le Britannique Nick Faldo et l'Espagnol Seve Ballesteros étaient considérés comme les favoris à la veille de cette première ronde. Pour un, Faldo n'a pas déçu ses supporters avec des sorties de trappe comme celle-ci. De son côté, Seve Ballesteros a démontré aujourd'hui que sa réputation n'était pas surfaite. Un long coup roulé qui lui permet de demeurer en vie. Et comme on a pu le constater, c'est sur les verts que s'est jouée cette première ronde de l'Omnium britannique. Parlez-en à Lee Trevino, qui a réussi ce magnifique coup roulé pour terminer à -4. Pour sa part, l'Américain Fred Couples a lui aussi tiré son épingle du jeu sur les verts, pour ainsi demeurer dans la course. Lui aussi est à -4. Tout le monde connaît la puissance de Greg Norman, mais le grand requin blanc peut aussi faire preuve d'une très grande précision. Ici, son coup d'approche s'arrête à quelques pieds de la coupe. Norman a joué 69 aujourd'hui. Mais au tableau des meneurs, c'est le Britannique Wayne Stevens qui domine avec un -6 à l'issue de la première ronde. Il a une avance de 2 coups sur un contingent de 7 golfeurs qui ont joué 68 aujourd'hui et 6 autres golfeurs se retrouvent à 3 coups sous la normale. Et ça promet. Et pendant que l'élite internationale offrait son spectacle en Écosse, les meilleurs golfeurs professionnels du Québec avaient rendez-vous à Pointe-au-Pic pour la présentation de la 3e tranche du circuit La Sauvegarde. Yvan Beauchemin a remis une carte de 67, tout comme le vainqueur Brian McDonald, mais s'est incliné au premier trou de prolongation, un trou anormal 4 de 445 verges. Le jeune Éric Mercier, 22 ans, a connu une bonne journée terminant la ronde à 2 coups des meneurs. Mercier qui réussit ici un beau coup d'approche. Les professionnels se placent parfois dans des situations peu enviables. La différence, c'est la façon de s'en sortir, comme le démontre Serge Tivierge. L'un des plus beaux coups roulés de la journée a été réussi par Joey Bessinger. La balle qui tombe dans le petit trou. Bessinger a terminé la journée à 5 coups des meneurs. Si certains joueurs passent pour des génies sur certains coups, d'autres, jugez par vous-même. Daniel Talbot, qui a manqué de concentration sur ce jeu. Donc, au tableau des meneurs, Brian McDonald remporte la 3e étape du circuit de golf La Sauvegarde. À 68, suit un trio composé de Raymond Richer, 2e au classement général, Christian Lauzon et Phil Giroux. Ce dernier a d'ailleurs remporté la bourse chez les seniors. Le Supra de Montréal annonçait tard hier soir dans un communiqué laconique qu'il se retrouvait sans entraîneur. Congédiement ou démission? Yvan Martineau a rencontré Andy Honorato qui nous a confirmé avoir été remercié de ses services.
Andy Honorato n'avait rien d'un homme abattu lorsque nous nous sommes présentés à son domicile du West Island. Au contraire, avec des amis et sa famille, il se payait un peu de bon temps à l'idée de profiter de l'été avec les siens pour la première fois en près de 10 ans. Mais comme tout homme qui s'est dévoué à sa troupe sans ménager les efforts, il s'est dit déçu. Congédiement ou démission? La situation tient plus du congédiement. Il a pris sa responsabilité de gérant et dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Et la chose qu'on fait dans le moment, c'est de congédier le coach ou de demander au coach, écoute, est-ce que ça ne fait pas quelque chose de donner la chance à l'autre? Alors, j'ai dit oui. Honorato a eu un commentaire bien philosophique pour expliquer pourquoi il avait accepté de se retirer sans se battre davantage. C'est un peu comme un premier ministre. S'il y a des problèmes dans ce gouvernement, même s'il n'est pas directement impliqué, s'il n'est pas responsable, il doit prendre ses responsabilités. Et l'équipe ne va pas bien, je prends ma responsabilité, je donne chercher une autre. Au départ, Honorato avait une tâche ardue devant lui. Diriger une troupe qui n'a aucun moyen financier, ou presque. Les joueurs jouent même sans être assurés d'être rémunérés cette saison. Cette situation est l'une des raisons qui font dire à l'ex-pilote du Supra que l'équipe pourra difficilement faire mieux dans les conditions actuelles. Écoutez bien cette déclaration choc. Sûrement, il ne faut pas rêver à gagner n'importe quoi avec ce qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent cette année qui, dans mon honnête opinion, ne devaient même pas être une équipe professionnelle. Et on est forcé à les garder parce que, force majeure, on ne peut pas se permettre le luxe d'acheter des joueurs. Andy Honorato était-il contesté de ses joueurs? À ses yeux, et il est catégorique, non. Selon lui, ce sont là des inventions de personnes qui voulaient voir quelqu'un d'autre diriger le Supra. Mais Honorato ne s'en fait plus avec ces rumeurs. Aujourd'hui, le ballon est dans l'autre camp. Yvan Martineau à $ des Ormeaux. La belle ville de Chicoutimi, Jean, vit à l'heure du tennis. Comme c'est le cas chaque année à la même date ou à peu près. Aujourd'hui, les deux derniers Québécois en lice ont été éliminés. Jean-François Mathieu qui a tout de même réussi à arracher un set au deuxième favori, l'Allemand Karsten Brach. Le match qui s'est terminé 6-2, 6-7 et 6-3. Alors que Philippe Leblanc, lui, a donné une bonne résistance au meilleur joueur canadien, Andrew Schneider. Il s'est incliné 7-6 au bris d'égalité dans le premier set, mais dans le deuxième, il n'était plus là. Schneider qui l'a emporté 6-0. Schneider qui a une drôle de stratégie, il préfère rester ici et affronter de plus petits joueurs pour monter au classement mondial plutôt que d'affronter la crème. C'est à discuter. Au retour, Carl Williams ne fait pas le poids contre Mike Tyson. Et notre chronique hebdomadaire sur le plein air avec Guy Pagé. C'est demain soir à Atlantic City que Mike Tyson défendra son titre des poids lourds pour la 6e fois contre Carl The Throat Williams. Lors de la pesée officielle, ce matin, Tyson faisait osciller la balance à 219 livres, une de moins que lors de son dernier combat, en février dernier contre Frank Bruno. Williams, lui, pesait 218 livres, ce qui est tout en son honneur. Il s'est bien entraîné, car il ne s'est pas battu depuis novembre 88. Cette fois, Tyson se battra pour des peanuts, un maigre 2 millions de dollars, lui qui avait empoché 13 millions lors de sa victoire en 91 secondes contre Michael Spinks. Reste à savoir maintenant à quelle ronde Williams nous montrera la semelle de ses bottines. Et plus que jamais, en cette période de vacances, les règles de sécurité aquatique doivent être suivies à la lettre. Et dans le cadre de sa chronique hebdomadaire sur le plein air, Guy Pagé nous raconte ce qu'il faut faire sur nos plans d'eau et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a plusieurs façons de pratiquer la pêche. Aujourd'hui, au cours des vacances, avec le concours de la Croix-Rouge, nous avons rencontré 2 groupes de pêcheurs qui l'ont pratiqué différemment. Les années 86-87, au Québec, il est survenu 449 noyades accidentelles et 40 là-dessus sont survenus en embarcation type canot, bateau, moteur, chaloupe à rame. Et 90 des cas
on ne retrouvera pas de gilets de sauvetage ou de VFI à bord de l'embarcation. Les pêcheurs sont en vacances, ils ont hâte d'être sur l'eau, mais souvent ils négligent tout l'équipement requis pour être sécuritaire sur l'eau. Ils font pas la vérification de l'embarcation, voir si elle prend l'eau, le moteur, si tout est bien, la corde de démarrage, si elle fonctionne bien, s'il y a l'essence nécessaire, le niveau d'essence, de vérifier. La température, surtout la météo, joue un rôle important. Parce que quand vous êtes au large sur un lac ou une rivière, c'est très important de toujours vérifier les nuages si jamais qu'un orage se présente. Au lieu d'emporter de la boisson, surtout emporter des jus, des boissons non alcoolisées. Parce que vous savez comme moi que sur l'eau, vous avez besoin de tous vos réflexes, autant que en embarcation que sur terre. Nous avons rencontré un autre groupe de pêcheurs qui était un peu plus soucieux des règles de la sécurité nautique. Toujours avertir quelqu'un qui va rester sur terre. Personne responsable. Dites l'endroit où vous allez exactement, à quelle heure vous êtes de retour et vous emportez le matériel nécessaire pour agrémenter la randonnée en embarcation. C'est-à-dire trousse de premiers soins, un écope pour faire évacuer l'eau de l'embarcation, les avirons. Ça peut être vérifier le niveau d'essence, emporter un ancre. Toujours porter le gilet de sauvetage et le vêtement de flottaison individuel, très important. Nous avons assisté à 2 scénarios de pêcheurs. Le premier était définitivement des pêcheurs très anxieux de s'en aller à la pêche, un peu d'alcool dans le sang et sans aucune précaution à prendre pour se rendre sur l'eau. Tandis que l'autre groupe était des pêcheurs soucieux de leur vie et soucieux de revenir de leur excursion de pêche. Et c'est Guy Paget, avec la Croix-Rouge, sur le lac des Deux-Montagnes à Oka. Le premier groupe voyageait beaucoup plus léger que le deuxième, hein? On ne sait pas, on les a pas vus revenir, par exemple. On passe maintenant à notre quiz qui, j'espère, vous avez porté attention, car il porte sur l'historique de l'Omnium de golf britannique. Alors, quel est le dernier joueur américain à avoir remporté l'Omnium de golf britannique? S'agit-il de Curtis Strange, de Jack Nicklaus ou de Tom Watson? La réponse, bien sûr, après la pause. La réponse à notre question piège, il s'agit de Tom Watson, qui l'a d'ailleurs remporté en 2 années consécutives, en 82 et 83. Il avait également triomphé en 80, mais Bill Rogers l'a empêché d'inscrire son nom sur le prestigieux trophée 4 années d'affilée. Et si on revenait, Jean, à cette brillante performance de Mark Langston ce soir au stade? Sa première au stade olympique, il avait eu des ennuis depuis le début de la saison. Ce soir, 13 retraits sur des prises. Il n'a accordé que 4 coups sûrs. C'est la meilleure performance pour un lanceur des Expos cette année. On parle naturellement des 13 retraits sur 3 prises. Les Expos l'emportent 4-1. En cyclisme, au Tour de France, Laurent Fignon a accentué son avance en tête devant Greg LeMond et Pedro Delgado. Il a remporté l'étape et l'arrivée se fait dans 3 jours. Vous pouvez parier que Fignon ne sera certainement pas loin du championnat. Et à l'Omnium de golf britannique, c'est un nommé Wayne Stephens qui mène. Il est à -6 après la première ronde. Il y a 7 golfeurs à 2 coups et 5 golfeurs à 3 coups de la tête. Et à noter également au hockey, il y a eu une petite nouvelle. Brent Peterson, qui jouait avec les Whalers l'année dernière, est maintenant assistant-entraîneur de Rick Leach. Pas de la difficulté, lui a demandé à ses joueurs de jouer sur la route, parce que souvent, à l'étranger, il se déguisait en courant d'air. Il était picossé à la maison, mais sur la route, véritable courant d'air. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Nous serons de retour demain, à 23h, pour une autre édition de Sport Plus. Bonne fin de soirée à tous. Bonsoir.